Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous présente le dernier numéro d'IT for Business. Vous trouverez en couverture Hélène Jonquois, directrice digitale et innovation au sein du groupe Accor. Voilà, il est là, c'est le dernier numéro. Vous trouverez comme d'habitude des interviews, des avis d'experts et beaucoup d'autres informations. Bienvenue donc pour cette nouvelle matinale. Dans l'accélération digitale en cours, les API restent un outil particulièrement intéressant pour les entreprises. Il est clair qu'aujourd'hui, grâce aux API, les entreprises peuvent accélérer leur business, favoriser l'échange de données entre logiciels et services, mais en plus, ces mêmes API offrent aux entreprises la possibilité de transformer leur business. C'est sans doute en raison de cette place spécifique que les API se trouvent aujourd'hui au centre d'un nombre croissant de cyberattaques. Comment faire des API un vecteur de transformation ? Comment centraliser la gestion des API ? Bien, nous verrons tout cela au cours de notre émission. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez poser vos questions en direct tout au long de ce programme. Et pour débuter cette émission, nous sommes avec Julien Brun. Julien, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Julien, vous êtes Head of API, COE et EDA chez L'Oréal. Alors on va rappeler, on va préciser les sigles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? COE pour Center of Enablement, et le enablement a tout son sens, on va On va en parler, bien sûr. Et donc API, ce que l'on connaît, ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est l'EDA, c'est l'Event Driven Architecture, qui pour L'Oréal est quelque part vient en complément de ce que l'on peut offrir avec les API. Juste pour que je comprenne l'organigramme, aujourd'hui, vous êtes dans la DSI ou vous êtes un tout petit peu à part ? Ça dépend des organisations. Alors, on se situe dans la DSI et je rapporte au patron de la data et de l'architecture du groupe. D'accord. J'avais une discussion avec un DSI il n'y a pas très longtemps et on voit à quel point les organisations sont différentes. Julien, est-ce que vous pouvez présenter les contours de votre mission ? Alors, en tant que COI, on a deux principales missions. Donc, la première, c'est de fournir des plateformes technologiques à l'ensemble du groupe. Donc, par l'API, donc une API Gateway. De l'industrialiser, de la rendre sécurisée également, et industrialiser, puisqu'on a une stratégie chez L'Oréal qui est API First. Donc, on se doit aussi d'apporter une plateforme scalable pour l'ensemble du groupe. Seconde mission qui est extrêmement importante, et c'est là où l'enablement est important, c'est qu'on a une partie de l'équipe qui est dédiée justement pour l'acculturation, pour l'accompagnement des différentes équipes, qu'elles soient IT ou business. Lorsqu'on parle d'API au sein de l'entreprise, est-ce qu'on parle d'API du coup au sein de l'entreprise, donc de l'échange de données entre les différents silos, ou est-ce que ça concerne aussi, parce que L'Oréal, donc numéro 1 mondial des cosmétiques, a énormément de partenaires. Est-ce que ça concerne aussi ses partenaires ? Tout à fait. On a un enjeu qui est très important avec l'intégration, justement, l'accélération ou l'amélioration du time to market avec notre réseau de partenaires. Donc, c'est également un vecteur de création de valeur pour nos métiers. Quel processus avez-vous mis en place dans l'organisation pour diffuser finalement la culture API auprès des métiers ? Alors, auprès des métiers, c'est ça qui est important, c'est que... C'est le mot-clé. Voilà, c'est le mot-clé. Donc, on avait l'habitude de faire des formations, de présenter les API à des populations IT. Pour adresser la population métier, nous avons dû adapter nos discours. Une chose également très importante dans cette partie, pour résumer un petit peu l'équipe COI, donc on a une branche qui est plutôt technologique avec des experts techniques qui s'occupent des plateformes technologiques, et une branche qui est dédiée à l'enablement. Ces profils qui gèrent l'enablement sont quelque part un petit peu moins techniques, mais ont l'habitude de travailler avec nos métiers, ont les mêmes langages, ont une connaissance assez fine aussi de leur quotidien, de leur business case. Et donc ça, c'est quelque part un élément extrêmement important pour apporter l'API auprès de ces populations métiers. Ensuite, nous avons mis en place donc, un certain nombre de formations adaptées à ces populations. Quelque chose également sur l'API qui nous a un petit peu posé problème au début, c'est comment expliquer à une population métier que l'API n'est pas quelque chose de technique, voilà, qui puisse s'adopter la notion d'API, qui puisse en faire un produit digital dont ils vont avoir la gestion.
Et là, on est passé par plusieurs phases. Donc, on a monté un certain nombre de BD pour simplifier un petit peu les process, pour montrer aussi quel était le rôle d'un API Product Owner côté métier. Et on a également essayé de gommer un petit peu tous les aspects technologiques liés à l'API. Un exemple tout simple, quand on modélise une API, on va devoir modéliser, on va devoir créer une spec OpenAPI, donc un Swagger, un document plutôt technique pour de l'IT. Et donc, on a été obligé de trouver des outils sur le marché qui permettaient justement de générer ces spécifications techniques, mais avec une vision, avec un prisme plutôt métier, donc plutôt du mind map qui génère ensuite, bien sûr, ce fameux contrat d'interface technique. Mais voilà, de manière à pouvoir expliquer au métier, finalement, c'est pas de l'IT. Vous pouvez concevoir des API, vous métier, et être créateur de valeur pour votre domaine métier. Finalement, est-ce que vous êtes arrivé au point où, dans ce que vous venez de dire, il y a énormément de choses. Le fait que d'abord les API, elles sortent finalement du giron technique, c'est ce que votre organisation fait, c'est ce que plein d'autres organisations tentent de faire également. Est-ce que finalement vous avez réussi, vous êtes en passe de réussir, vous avez changé le paradigme au point où aujourd'hui les métiers se disent j'ai un outil qui va me permettre d'aller plus loin, mais c'est un moyen comme Excel en est un, comme je pourrais citer tout un tas d'outils, comme Slack en est un par exemple. Est-ce que ce changement d'état d'esprit pour vous est réussi ou en tout cas en cours? Alors, il y a encore du chemin, c'est pas facile tous les jours. Et d'ailleurs, c'est un job au quotidien. C'est pas parce qu'on a fait une formation auprès d'une population métier que c'est gagné. Donc il y a beaucoup de travail. C'est vraiment des résistances encore, j'imagine. Il y a toujours un petit peu de résistance. Après, je pense que le métier a bien compris, en tout cas chez L'Oréal, a bien compris la valeur de la notion de produit digital, de potentiellement monétisation de ces produits digitaux, de création de nouveaux business models. Mais peut-être ce qui leur manque aujourd'hui, c'est de mettre le mot API en lien avec cette vision. Donc, on voit beaucoup de vision métier, notamment sur la finance chez nous, qui parlent justement de digital marketplace, de valorisation de la donnée, de valorisation de certains assets de chez L'Oréal. Ça vient des métiers. Aujourd'hui, les métiers ont ce genre de discours. Il y a ce genre de discours. Par contre, quand ils parlent de ça, ils ne parlent pas API. Donc c'est à nous de leur dire, voilà, ce que vous essayez la vision que vous portez, en fait, c'est ce que les API, d'un point de vue technologique, vont vous permettre de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les processus que vous mettez en place aident les métiers finalement à ouvrir un peu plus leurs pratiques, qu'ils ne le font au quotidien, à faire rentrer un peu plus de data et à s'imaginer qu'ils peuvent beaucoup plus travailler avec des partenaires internes ou externes? Alors je pense que L'Oréal a toujours travaillé avec beaucoup de partenaires externes. Je pense que la prise de conscience, elle est sur l'accélération d'intégration de nouveaux partenaires externes. Un exemple très simple, on travaille avec beaucoup de third-party logistiques, les fameux 3PL. On en intègre beaucoup, 200 par an. Ça, pour le métier, c'est très long, puisqu'il faut faire communiquer les équipes IT de nos partenaires, nos équipes IT, monter l'intégration entre les deux. Et donc, le fait d'apporter un produit d'API avec une documentation sur notre API Marketplace, de rendre autonome quelque part nos partenaires pour s'intégrer au monde L'Oréal, en fait, on réduit les temps d'implémentation. Et donc là, on a un gain qui est assez important au niveau des métiers, et ça, ils l'ont bien compris. Quelle réponse apportez-vous, Julien, aux métiers qui vont encore se dire, bon, finalement, je vais rester comme je le suis, on est déjà en pleine transformation, je ne vais pas m'ajouter en plus des API, prendre des risques, on parlera un tout petit peu de sécurité aussi, si vous le voulez bien. Quelle réponse vous leur apportez, justement, pour ceux qui doutent encore de l'intérêt et de l'impact potentiel des API sur leur business? Alors, ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est que c'est une transformation qui prend du temps. On a besoin d'acculturation, on a besoin de monter en maturité collectivement. D'ailleurs, pour les raisons de sécurité, c'est aussi extrêmement important. Mais on parle de sécurité, mais également sur le plan légal. Dès l'instant où on s'intègre avec des partenaires externes, où on vend des services digitaux, il y a aussi un gros travail à faire sur le plan légal et contractuel. Donc, ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est que si on ne s'y met pas maintenant, le jour où ils vont avoir ces besoins pour des raisons de disruption du marché, on ne sera pas prêt. Donc il faut qu'on crée
cette dynamique de rendre la donnée accessible. Avoir une donnée temps réel est aussi quelque chose d'important. Ça prend du temps, donc on modernise le SI. On permet justement, avec les métiers, de casser un petit peu l'image d'une API technique. Et ça passe aussi par la modélisation de ces objets, de ces API, de manière à exposer ces API avec une taxonomie métier et non pas IT. Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye de leur expliquer, c'est que c'est un chemin qui prend du temps. Il faut le commencer maintenant pour pouvoir être prêt quand ils auront peut-être compris un petit peu plus cette valeur ou qu'ils ont des besoins un peu plus expressants sur l'utilisation des API. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, votre groupe est en voie, en tout cas c'est un terme qu'on utilisait beaucoup il y a quelques années, qui a pour moi encore plus de pertinence aujourd'hui, en voie de plateformisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre système d'information, eh bien, vous êtes dans une logique où vous l'avez finalement ouvert. On parlait de casser le monolithe. Pareil, c'est une notion sur laquelle on est plus ou moins revenu. On parle vraiment beaucoup plus d'ouverture vers les écosystèmes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui être en voie de plateformisation et justement, vous avez favorisé une ouverture telle qu'aujourd'hui, pour lancer un service, c'est beaucoup plus rapide. Pour un partenariat, vous parlez tout à l'heure de ce qui est gigantesque, 200 partenaires logistiques nouveaux par mois. Il faut les gérer, par an, pardon. Il faut effectivement les gérer, se connecter avec eux, s'assurer que le transfert de données est logique. Voilà, quelle est la direction finalement que vous prenez aujourd'hui, peut-être plus globalement? Oui, bien sûr, on a une logique de plateformisation, hein, mais également d'uniformisation dans la manière dont on va exposer la donnée chez L'Oréal. Donc on a toujours eu beaucoup de données gérées dans des silos organisationnels ou techniques. Et donc là, il y a une vraie volonté de standardiser la manière dont on va exposer la donnée. Donc ça passe aussi par... on a une stratégie data qui est relativement forte, avec une data plateforme pour alimenter des outils analytiques. L'API est quelque part son pendant sur la partie transactionnelle. Donc on a une uniformisation dans la manière dont on va exposer la donnée, dans la manière dont on va la présenter, la mettre à disposition des différentes populations, externes, internes, métiers ou IT, de manière à accélérer justement ces échanges et également pour pouvoir permettre aussi quelque part une créativité. On parle beaucoup de data scientist sur tous les aspects analytiques. Mais quelque part, l'API va aussi aider à créer de nouveaux use cases, à embarquer. Elle le fait déjà, j'imagine. Elle le fait déjà, mais ça va s'accélérer. Et là, quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est que pendant longtemps, donc, on a eu des API qui étaient opérées par des équipes IT, sans réel catalogue de ces assets. Le fait de les mettre à disposition sur un marketplace, de les documenter de manière technique, bien sûr, mais également de manière métier, va permettre justement à des citizen développeurs, intégrateurs ou data analystes de pouvoir piocher dans cette donnée mise à disposition pour accélérer sur le lancement de nouveaux use cases. Je voulais qu'on dise un mot, Julien, sur la sécurité. Donc, c'est-à-dire quand on a un leader mondial comme vous, on est attaqué, j'imagine. On sait que quand on s'ouvre comme on le fait avec les API, eh bien, c'est une démarche de transformation, mais c'est une démarche qui, par certains aspects, peut être risquée. Quelle stratégie vous avez mise en place je ne vais pas dire aujourd'hui, puisque j'imagine qu'elle ne date pas d'hier. Quelle stratégie vous avez mise en place pour être sûr que ouverture ne devienne pas finalement synonyme de plus de danger? Alors c'est toujours une discussion compliquée qu'on a en interne. Quelles sont les données qu'on va exposer à l'extérieur? Quelles sont celles qu'on expose en interne seulement? Donc déjà, il y a une grosse partie qui est de la gouvernance de la donnée. Donc savoir quelle est la donnée qui est sensible, pouvoir l'identifier au sein de nos API, donc identifier quelles sont les API qui possèdent des données sensibles. Ces API-là, potentiellement, on va les sécuriser davantage ou on va les exposer uniquement en interne. Donc il y a tout un aspect de contrôle et de gouvernance qui est extrêmement important. Ça c'est une chose. Et on se dote également d'outils et on travaille avec des partenaires reconnus pour la sécurisation de nos API. Sur la plateforme d'API Management en tant que telle, par exemple, on travaille en étroite collaboration avec nos équipes sécurité, de manière à ce que toute API exposée au sein du groupe le soit en suivant les recommandations et les bonnes pratiques de la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est important. On ne développe pas les API chez L'Oréal comme on souhaite. Donc, ça peut également être un frein à l'adoption, puisqu'on a quand même des requirements qui sont
quand même assez fort de la part de la sécurité. Donc, quelque part, ce sont des contraintes à l'implémentation, mais qui sont nécessaires pour garantir justement un niveau de sécurité suffisant pour le groupe. Donc, ce qui est intéressant, je voulais le souligner, c'est que finalement, très tôt, et tout le temps, vous faites intervenir la sécurité. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui travaille dans son coin, vous n'avez pas les devs dans leur coin, qui font des API parce que les métiers leur ont demandé. Vous mettez vraiment obligatoirement la sécurité dans la boucle. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de... Avec des revues régulières justement de ces règles, puisque les types d'attaques évoluent au travers le temps. Donc, il est extrêmement important aussi de maintenir ces règles de sécurité à niveau. On parle souvent de Top 10 OWASP, par exemple. C'est quelque chose que nous regardons de près et nous implémentons dans notre framework. Et c'est aussi le rôle d'un COI, c'est de travailler en amont avec la sécurité, d'industrialiser la manière dont on va implémenter de manière automatique, c'est l'industrialisation de la plateforme, pour s'assurer que tout API exposé sur nos plateformes le soit de manière sécurité. On est presque sur... le mot n'existe pas encore, mais je vais peut-être le créer ce matin, de l'API Ops, parce qu'on a l'habitude de mettre du Ops un peu partout, et tout à fait. On est sur du DevSecOps, c'est ça, adapté à l'API. Faisons un petit bond vers le futur maintenant, pas très long, parce qu'on a vu à quel point, depuis novembre 2022, on se rend compte à quel point l'accélération technologique a pris une allure. On en parlait à différentes occasions avec différents intervenants. Et en fait, finalement, le rythme de transformation est beaucoup plus... Vous le voyez de l'intérieur, je trouve qu'il est beaucoup plus court. Comment ces API, demain, vont transformer L'Oréal et comment, finalement, elles vont vous permettre peut-être d'accélérer la mise en place de nouveaux produits, de nouveaux partenariats. Alors, je dis API, mais j'aurais pu parler de microservices. Ce n'était pas forcément le sujet à 100% aujourd'hui, mais j'aurais pu également parler de microservices. Quel rôle elles vont jouer demain dans la manière dont vous allez transformer l'organisation ? Alors, souvent, dans l'intégration de données, l'intégration applicative, on parle de découplage. Découplage technologique, découplage protocolaire. Avec l'API, ce que je trouve intéressant, c'est le découplage aussi des équipes. C'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer en interne ce que l'on vit au quotidien quand on implémente une application SaaS du marché, par exemple. À aucun moment, quand on achète une solution sur le marché en mode SaaS, on ne fait intervenir les équipes de développement de ce partenaire. On a une documentation en ligne et on est totalement autonome pour faire interagir cette nouvelle solution avec notre écosystème. Et quelque part, au travers d'un API Marketplace et une documentation suffisamment riche, et notre objectif, c'est de rendre autonome quelque part le consommateur de cette donnée. Et c'est là où je pense qu'on va réussir à changer les choses, c'est-à-dire qu'on va limiter les frictions, les dépendances entre les équipes pour le développement de nouveaux use cases. Donc un gros programme, ça veut dire, on parlait tout à l'heure des data scientists, vous avez parlé énormément de la donnée pendant cette discussion. Ça veut dire que demain, on imagine que vous allez encore renforcer vos équipes de ce côté-là, encore plus, ou au contraire, vous avez les équipes qu'il vous faut aujourd'hui et c'est plutôt finalement, l'effort portera plutôt sur les métiers, puisque vous l'avez dit tout au long de cette discussion, eh bien c'est eux qui vont demain et qui se seront appropriés finalement les API et qui vont vous permettre finalement d'aller beaucoup plus loin. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a une équipe technique qui est quelque part suffisante. De combien de personnes d'ailleurs, pardon Julien ? Alors, en interne, on n'est pas très nombreux. On va parler au global. Au total, une dizaine de personnes, ce qui est pas énorme. Mais aujourd'hui, l'effort qu'il faut qu'on mette davantage, c'est sur la partie enablement. Puisque acculturer un métier, donc c'est bien, mais ça demande aussi également beaucoup d'efforts de suivi, de prise en main. Donc, les premiers use cases, en fait, on passe beaucoup de temps avec eux pour les premières mises en place, pour leur faire comprendre. Au-delà de l'aspect API, c'est aussi l'aspect produit d'API qui est important. C'est-à-dire qu'on ne développe pas une API et puis on la laisse dans un coin. Pour le plaisir de la développer. Pour le plaisir de la développer. Il y a également... On essaye de faire le parallèle entre un produit L'Oréal, une API demain ou un service digital. C'est comme un parfum, c'est comme un shampoing. Il faut gérer son cycle de vie, il faut le marketer, il faut suivre le besoin du consommateur. Et c'est ça qu'on essaye de faire prendre en interne chez L'Oréal auprès de nos métiers, c'est de penser l'API comme étant un nouveau produit L'Oréal. Et c'est tout là l'enjeu. Et ça prend du temps et c'est cyclique. Il y a quand même il y a beaucoup d'employés, il y a du turnover. Donc voilà, c'est une culture qu'il faut mettre en place, bien sûr, mais il faut la maintenir. Et donc là, on a besoin de porter nos efforts dessus. Quelque chose d'autre aussi que je n'ai pas dit, ou que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est la qualité documentaire.
Ça, c'est extrêmement important. C'est peut-être un des points faibles aujourd'hui qu'on a dans notre stratégie d'APIification. Et donc là, il y a un gros effort à faire d'accompagnement pour avoir une meilleure documentation, pas technique, mais fonctionnelle, identifier des use cases, identifier la proposition de valeur de nos API. Et c'est là-dessus qu'on va porter nos efforts dans les mois qui viennent. Donc ça signifie qu'il y aura encore de très nombreuses rencontres, j'imagine, entre les API lead chez vous et les métiers, pour justement être certain d'avoir des éléments fonctionnels qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin en termes d'APIisation. Tout à fait. Un programme passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, puisque finalement, c'est une transformation au long cours, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Julien, restez un tout petit peu avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on a un deuxième invité qui arrive, avec lequel on va voir justement l'impact des API sur les différents secteurs. Alors, nous venons d'être rejoints par Yvan Frein. Yvan, bonjour. Bonjour. Alors, Yvan, vous êtes directeur cloud transformation chez PwC France, donc cabinet international d'audit et de conseil. Alors, vous l'avez probablement suivi, on a beaucoup parlé d'API dans le monde, dans le monde des cosmétiques. Ce que je voulais voir avec vous, c'est justement peut-être prendre un tout petit peu de recul et regarder aujourd'hui comment ces API, comment les différents secteurs qu'on connaît, que ce soit de l'industriel, que ce soit du service, voilà, tous les secteurs possibles. Comment est-ce qu'ils se sont saisis, c'est ma première question, comment ces différents secteurs se sont-ils saisis des potentialités offertes par les API? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en effet, les API interviennent dans tous les secteurs d'activité. C'est certain, avec différents niveaux de maturité, encore, et aussi différents usages un peu prioritaires, on va dire. Donc, je vais essayer de prendre quelques exemples pour illustrer mes propos. Finalement, il y a bien sûr les acteurs du numérique qu'on connaît, voilà, les GAFA, les grands, voilà, LinkedIn, les réseaux sociaux, ce genre de choses, qui vendent des produits digitaux, finalement, et donc qui, de fait, exposent des API à leurs différents clients, à leurs partenaires, pour voilà, tirer leur business. Et donc ça, c'est assez, on va dire, évident que ces grands acteurs-là voilà, bénéficient pleinement des API, et ça fait une grosse partie de leur chiffre d'affaires passe par l'usage de ces API-là. Et ils arrivent à valoriser leurs services au travers de l'usage des API. Pour eux, c'est presque logique, finalement. Voilà, pour eux, c'est presque logique. Les API. Après, bien entendu, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas digital natives, on va dire, et donc qui s'adaptent aussi et qui, de fait, digitalisent leurs produits. Donc, bien sûr, on pense banque, assurance, ils sont quand même relativement avancés dans le secteur, forcément, pour tout ce qui va être paiement. Après, dans l'assurance, on voit des cas d'usage assez intéressants où finalement, avec nos voitures connectées, on commence à mesurer le comportement d'un conducteur, et ensuite on fait des appels API pour pouvoir justement arriver à évaluer le risque et potentiellement harmoniser les prix, ou en tout cas ajuster les prix de notre assurance par rapport à notre comportement. Donc ça peut aller jusque-là, en fait, donc de la digitalisation des produits. Si on passe dans d'autres secteurs, forcément retail, e-commerce, donc voilà, là, je pense que Julien doit bien savoir. Il y a la dimension maintenant omnicanalité, c'est-à-dire multiplication des canaux de vente. Et finalement, si on a un back-end qui expose une API avec un certain nombre de services, passer une commande, mettre la facture, voilà, sur la chaîne de e-commerce, c'est finalement plus facile d'aller déployer un nouveau canal si on a déjà derrière des API et des interfaces découplées pour pouvoir justement exposer ces services de base de notre entreprise pour vendre nos produits. Juste un élément, Julien, sur son point, et je reviens sur ce que disait Yvan à l'instant. Est-ce que justement, autour de la connaissance du consommateur, on sait que pour vous, c'est particulièrement critique, est-ce que les API vous aident à faire remonter beaucoup plus de données que vous pouvez réexploiter, réinjecter finalement dans la conception de nouveaux produits? Alors tout à fait. Et ce qui est également extrêmement intéressant, c'est l'aspect omnicanalité. C'est-à-dire que l'API, quelque part, va nous aider à centraliser un petit peu le recueil de ces informations, fournir l'information en temps réel aussi. Par exemple, sur le parcours client, on a tout ce qui est carte fidélité. L'API, quelque part, sur la partie fidélité, ce que vous appréciez quand vous êtes en boutique et que vous souscrivez à un programme fidélité chez un de vos commerçants, c'est de pouvoir utiliser vos points ou cumuler vos points immédiatement lors de l'achat. Ça, c'est quelque chose qui a été amené via l'API.
puisque quelque part, on n'a pas de délai de traitement supplémentaire. Il faut attendre que votre compte fidélité soit créé. Vous pouvez cumuler les points sur votre compte fidélité que 3 jours après. Donc là, l'API, quelque part, a permis aussi d'améliorer l'expérience client au travers de ces canaux de distribution. Donc là, je parle en boutique, mais ça peut être aussi, je crée mon compte fidélité en boutique et je suis capable de passer une commande sur du e-commerce ou via des réseaux sociaux dans la foulée. Voilà, c'est cet aspect multicanal qui est extrêmement important et l'API a changé beaucoup les choses sur ce point de vue-là. Yvan, est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à partager avec nous? Alors, des exemples un peu moins visibles, on va dire, pour le B2C en tout cas, et notamment par exemple dans le secteur de l'industrie ou de l'aérospace and defense, il y a les aspects un petit peu relation avec les fournisseurs, tout ce qui est lié à la supply chain finalement, où un industriel va vouloir avoir des informations de son fournisseur ou de ses fournisseurs pour pouvoir gérer mieux ses plannings. Donc, quels sont les stocks, quelles sont les capacités de delivery des fournisseurs pour anticiper les plannings, pour anticiper peut-être des baisses de stock ou des baisses de provisionnement par ses fournisseurs, et également aller jusqu'à la traçabilité, par exemple, des matières premières ou de l'impact carbone. Donc tout ça, voilà, de plus en plus, on voit des fournisseurs qui vont devoir fournir des services digitaux via API à leurs clients pour justement amener cette traçabilité-là. Donc ça devient important et c'est vrai que c'est un peu moins visible. Voilà, ça se voit pas quand on va faire nos achats dans un site e-commerce. Il y a peut-être 2 autres secteurs et puis je terminerai peut-être là-dessus. C'est la partie santé aussi, c'est-à-dire qu'on voit des nouveaux acteurs offrir des services digitaux, par exemple de diagnostic sur la base de données de santé, avec des moteurs d'intelligence artificielle et vont exposer ces API à des instituts, des cliniques, ce genre de choses. Donc ça a aussi un impact là-dessus. On voit que ça se digitalise un petit peu plus. Et le service public aussi, bien évidemment. On voit le transport, donc on a tous nos applications mobiles et les sociétés de transport public doivent publier les incidents, les informations de trafic, les horaires en temps réel aux usagers et c'est utilisé par des partenaires. Voilà, on a tous une appli mobile qui fait ça dans la poche. Ouais, on voit que ça marche pas forcément. On a parlé il y a quelques temps de France Connect connecté à impôts.gouv.fr. On voyait qu'il y avait ça accrochait un tout petit peu parfois et on sait depuis que c'était une question de sécurité des API, de transfert d'informations. Donc tout n'est pas tout le temps réglé. Ça, c'est sûr. C'est ça. Une autre question sur la sécurité sera la dernière question aussi que je poserai à Julien, parce que j'aimerais bien l'entendre dessus avant de le libérer. Quand on veut garder confiance, justement, par rapport à ces API, Julien en parlait il y a quelques minutes, quelles questions et quelles méthodes les entreprises doivent-elles adapter, justement, pour éviter que les API, finalement, ne constituent pas un risque? On le voit dans tous les métiers se digitalisent et donc l'API devient un système critique pour nos métiers. Si on ne peut plus facturer, c'est via une API qu'on le fait, on n'a plus de business, donc ça devient très critique. Il y a un certain nombre il faut que l'API ait un niveau de service garanti. Nous, ce qu'on aime bien, c'est en gros, pour garantir ces exigences de niveau de service, je pense qu'il faut regarder un petit peu tout le cycle de vie de développement d'une API, de la partie conception jusqu'à sa partie décommissionning, on va dire, quand on arrête de l'utiliser, quand on la fait évoluer. Et en gros, il faut se poser ces questions-là sur chacun des éléments de ce cycle de vie. À la fois sur des problématiques fonctionnelles. Finalement, est-ce que mon API répond aux besoins fonctionnels de mon métier? Julien en parlait juste avant. Et à la fois aux exigences non fonctionnelles. Et là, on va parler justement de la partie cybersécurité, la notion de performance également. Est-ce que mon API va tenir la charge quand on arrive au Black Friday dans quelques jours ou semaines? Est-ce que mon API va tenir la charge? Pour vous. Voilà, c'est ça. et derrière, est-ce que aussi elle garantit un certain nombre d'exigences réglementaires? Parce que des données sensibles peuvent passer par des systèmes d'API et on ne peut pas faire non plus n'importe quoi sur ces sujets-là. Vous retrouvez là-dedans, Julien, vous retrouvez dans tout ce qu'a décrit Yvan? Tout à fait. Sur l'aspect réglementaire, bien sûr. Et également, quelque chose d'important, c'est sur le suivi du versionning, du cycle de vie de ces API. On a mis en place un certain nombre de dashboards, très orientés métiers aussi, pour avoir un suivi assez marketing de l'API, pour suivre le nombre de versions, pour suivre le nombre de consommateurs par version, pour pouvoir gérer le cycle de vie, etc. Et quelque part, il y a dans cet aspect un petit peu confiance, il y a la partie aussi opération finalement, donc la gestion du cycle de vie, etc. Mais est-ce que finalement, les API, on sait bien les monitorer, les loguer? Quand il y a un incident, est-ce qu'on peut réagir vite en termes de diagnostic? Donc il y a aussi tout un travail à faire sur comment on opère notre API,
quels sont les différents Technical Operation Centers qu'on met en place pour pouvoir le faire, le suivre et s'assurer que même si en effet ça frottait un peu et qu'il y a un problème, on puisse à minima réagir parce qu'on n'anticipe pas forcément tout le temps, quoi. Avant de poursuivre, je voulais remercier Julien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je le disais tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir encore d'ici quelques mois pour voir comment vous avez avancé sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Yvan, il y a une question qui a été posée en ligne, je la lis. API, inter-entreprise, comment gérer le risque de cyberattaque et exiger un socle commun de sécurité? Question d'un de nos auditeurs. Alors, inter-entreprise, gérer un socle commun de cybersécurité. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit mettre en place pour pouvoir sécuriser nos API, bien entendu. Alors, tout à l'heure, Julien parlait du Top 10 OWASP. Donc, en effet, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Moi, je mettrai un peu l'accent sur la partie authentification, autorisation. C'est-à-dire que c'est important de savoir finalement quels sont les rôles des utilisateurs qui vont utiliser nos API. Donc, inter-entreprise, ça veut dire peut-être relation client-fournisseur, peut-être, peut-être entre services, d'ailleurs, entre BU, entre services, exactement. Donc, il y a tout l'aspect, quelles sont les données qu'on échange vis-à-vis de la classification de sensibilité de données de mon entreprise et ou réglementaire également. Donc, si on est dans le secteur de la défense, forcément, on va avoir des règles très strictes d'autorisation, de traçabilité, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a vraiment cet aspect. Quelles sont les données qu'on échange? Quelles sont les données qu'on manipule? Et s'assurer qu'il y ait des rôles et responsabilités de savoir qui peut accéder à tel ou tel service et est-ce qu'on est en capacité d'autoriser ces services et aussi de tracer ce qui s'est passé pour pouvoir revenir derrière et comprendre ce qui s'est passé si on a eu un problème. Alors, autre question, décidément, il y en a un certain nombre pour vous. Quid de la blockchain pour l'échange de données au sein des écosystèmes versus l'API? Alors, sur la partie blockchain, j'ai envie de dire, l'idée c'est d'avoir un tampon, une certitude de la provenance, on va dire, immutable de l'information finalement. Et c'est vrai que, notamment, je prenais l'exemple de la partie traçabilité, relation fournisseur. Donc, quand on va utiliser un service de traçabilité, d'où provient ma matière première, par exemple, savoir est-ce que c'est responsable dans l'exploitation de mines ou autre, peut-être qu'on peut imaginer en effet qu'une donnée est un petit peu certifiée avec la blockchain et qu'ensuite on expose ces données via une API. Moi, je vois un peu ce genre d'usage-là arriver sur ce qui peut répondre un peu à la question. En tout cas, moi, je vois ce lien un petit peu, c'est-à-dire une donnée certifiée va être exposée par une API et ça permet en effet de faire le lien entre les deux domaines. Comment peut-on aider les métiers, des organisations comme celle de Julien, comment peuvent-elles aider les métiers justement à percevoir les API comme un outil business? Alors, Julien a bien introduit le sujet juste avant. En effet, il parle d'acculturation des métiers. Donc, quelque part, on a un petit peu le même positionnement. C'est-à-dire que c'est important d'acculturer les métiers sur le fait qu'une API devient un produit. Moi, j'aime bien prendre un exemple, parce qu'il y a déjà quelques années, quand il y a eu les déploiements de vélos en libre service dans les villes, finalement, c'est un produit physique. On va servir à la borne, on prend notre vélo, on fait notre trajet. Et certains acteurs de ce domaine-là avaient commencé à faire des portails développeurs pour que les utilisateurs, ou alors certains développeurs, puissent accéder au stock des vélos par site. En fait. Et du coup, ça permettait justement, avec une appli mobile, de savoir si je sais qu'il y a une station de vélo à gauche, mais je regarde le stock, il y a un vélo, donc le temps que j'y arrive, peut-être quelqu'un l'aura pris, alors qu'à côté, il y en a 7. Donc, je vais faire 2 minutes de marche plutôt aller de l'autre côté vers là-bas. Ce qui veut dire qu'il y a une digitalisation, finalement, il y a une augmentation du produit physique par un élément digital qui était finalement une API pour arriver à voir un peu ce qui se passait. Donc, si on arrive à acculturer les métiers, pour un produit, même physique, est-ce que vous avez une idée d'une augmentation du digital ou alors s'assurer que ce produit peut être accédé via une API? Derrière, ça va, entre guillemets, faciliter l'innovation, la création de nouveaux produits. Si on a toujours quelque chose de digital autour, ensuite, on peut assembler les briques sur ces sujets-là. Et je trouve que l'exemple est assez parlant. C'est intéressant dans tout ce que vous disiez, et Julien le disait aussi, c'est intéressant de voir à quel point, finalement, les API, finalement, ont tendance à s'effacer complètement derrière
derrière l'usage, derrière l'application et derrière le besoin métier. Je donne très souvent, lorsqu'on parle des API avec des collègues qui m'expliquent, qui me demandent ce que c'est, je leur donne très souvent l'exemple d'une compagnie aérienne. Vous prenez votre billet d'avion et en même temps, on vous propose de réserver une chambre d'hôtel, API. Vous louez une voiture, on vous propose d'acheter un billet d'avion, API. Et en fait, elles sont vraiment partout et on a tendance finalement à les voir disparaître. Et on va les voir disparaître parce qu'il y a encore un autre phénomène qui va les accélérer, et c'est ma dernière question, l'IA générative, parce que demain, grâce à l'IA générative, on pourra aller beaucoup plus loin. On parlait de catalogue fonctionnel avec Julien juste avant. On imagine qu'une IA générative pourra créer probablement, proposer ou suggérer des cas d'usage, vérifiés ou vérifiables. Probablement, elle pourra permettre d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'impact de l'IA générative sur l'APIisation de l'entreprise ? Alors, nous, à l'heure actuelle, on voit deux éléments, c'est-à-dire deux personas, en fait, qui vont être impactés. Les premiers vont être les développeurs, finalement, d'API, ou alors ceux qui vont façonner des nouveaux services innovants sur la base d'API. Donc, ces développeurs-là, quand ils veulent générer une API, on voit maintenant dans les environnements de développement des copilotes ou alors des aides d'IA générative, où finalement, le développeur va taper en langage naturel dans son environnement de développement « J'aimerais créer une API » pour faire une marketplace de commandes de produits cosmétiques, par exemple. L'IA générative va générer un template, finalement, avec les différents verbes, c'est-à-dire, voilà, je rentre un peu dans la technique, mais récupérer un catalogue produit, par exemple, pouvoir effectuer l'action de commande, etc. Donc, va générer ce template-là. Le développeur pourra ensuite le fine-tuner, on va dire, le customiser, parce qu'il faut quand même avoir un œil critique sur ce qui est généré, ça c'est important. Donc il faut vraiment s'approprier ce que l'IA générative aura fait. Et à partir de ça, ça va accélérer son temps de développement. C'est quelque part le premier usage. Le deuxième usage est plutôt dans les usagers finalement des interfaces, donc ça c'est pour la construction. Et pour l'utilisation d'une interface, ce qu'on voit, c'est qu'on peut commencer à rajouter des plugins, par exemple dans ChatGPT, sur la base d'une description d'une API, pour dire, voilà, ça c'est un nouveau plugin, c'est-à-dire quand on va taper notre question en langage naturel, eh ben, le ChatGPT va pouvoir se regarder un petit peu ce qui a été décrit dans les API et faire un appel à l'API derrière d'un catalogue produit. Si par exemple, voilà, j'ai besoin donne-moi les top 3 produits cosmétiques en ce moment, eh bien, ChatGPT va dire, voilà, va faire l'appel au catalogue produit, va ensuite donner cette liste, et derrière, on va pouvoir, tiens, j'aimerais bien commander 3 produits numéro 2 et oui, le faire livrer chez moi au lieu de... Donc voilà, ça commence à arriver et c'est quelque chose qu'on va voir se généraliser de plus en plus, à mon sens, dans les années à venir. Il y a encore c'est pas vraiment une question, mais je crois que c'est plutôt une remarque. Alors, il y a quelqu'un là en ligne qui dit « Ce n'est pas blockchain ou API ou IA ou API. L'API donne un moyen d'accès efficace aux services, qu'il soit blockchain, IA, COBOL ou mainframe ». Je pense que vous partagez cet avis. Oui, complètement. En fait, voilà, une API, il faut le voir comme un moyen d'exposition à de l'information, à des services digitaux. Et donc, en effet, c'est complètement complémentaire. Voilà, la blockchain, on va accéder à des données de blockchain via une API. On va accéder à OpenAI, donc des services d'IA générative, via des API également. Ce sera la même chose. Ouais. Et ce qui est, juste peut-être pour terminer sur la partie IA générative, et je vais revenir un petit peu sur l'acculturation métier, ou ce que disait Julien aussi, sur le fait qu'il avait des équipes orientées business et qui parlaient la même langue. Ce qui va être très important pour que les moteurs d'IA générative puissent en effet nous faire bénéficier des API, c'est d'avoir une attention particulière sur le nommage des API et la sémantique naturelle, en fait. Si on commence à nommer des API avec des numéros 1, 2, 3, 4, ça va pas pouvoir être intégré dans les IA. Exactement. Et le business va pas comprendre et on va pas pouvoir aller un pas en avant. Donc ça, c'est plutôt très important de bien comprendre le business pour générer les API. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir été avec nous ce matin. Et on va passer à la suite avec nos témoins. Pour après, j'ai besoin d'une feuille. Alors, nous poursuivons notre émission, excusez-moi, avec nos prochains témoins. Nous sommes avec Jean-Noël Vera. Jean-Noël, bonjour. Alors, Jean-Noël, tu es Head of API Management chez la CDC Informatique, c'est la filiale IT de la Caisse des Dépôts. Nous sommes également avec Emmanuel Métivier. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Thomas. Alors Emmanuel, je rappelle, tu es Business Program Director et Catalyst. Souvent, Catalyst surtout, oui. C'est Catalyst, Voilà, tu te allez. présentes souvent comme Catalyst, chez Axway, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans les API. Alors, ça n'échappe à personne, depuis ce matin, on parle d'API. On a eu Julien qui nous parlait justement de la manière dont les API étaient utilisées par L'Oréal. On aura peut-être d'ailleurs un commentaire de ta part là-dessus, Emmanuel. Je t'ai vu dans le coin qui échangeait et tu as probablement des choses à nous dire sur ce point. Et la première question que je voulais poser était pour toi, Jean-Noël. Pourquoi et comment la Caisse des dépôts a-t-elle choisi de s'appuyer sur les API pour ouvrir, donner plus de possibilités à son système d'information ? Alors, je vais commencer par revenir dans un temps où il n'y avait pas d'API et pas d'informatique. Donc, la Caisse des dépôts a été créée en 1816 pour servir l'intérêt général. Donc, ça nous ramène à Bonaparte. Voilà. Après. Juste après Bonaparte. C'est ça. Et, les 100 jours. Et donc, on a beaucoup de missions d'intérêt général. Des bons en histoire, en plus. Dans le domaine de la banque, de la finance, des fonds d'épargne, de la formation professionnelle et de la retraite. Et c'est dans cette dernière mission qu'en 2008, nous avons dû nous interconnecter avec le répertoire national commun de la protection sociale. Donc le métier de la retraite avait ce besoin de s'interconnecter avec un organisme extérieur à la Caisse des dépôts au moyen on parlait de web service à l'époque, de web service sécurisé. Et donc à ce moment-là, nous nous sommes penchés sur la question, quelle stratégie nous voulions avoir à moyen et long terme pour gérer nos API. Et donc, s'est posé la question notamment du choix de l'outil. Donc, nous avons choisi à l'époque le produit de Wordel, qui est devenu quelques années plus tard Axway. Et nous avons eu de cesse depuis ces 15 dernières années de continuer à faire évoluer le socle en proposant toujours plus d'outils et en accostant toujours plus d'API et de consommateurs. Comment est-ce que tu as convaincu les métiers de l'intérêt de s'appuyer sur les API ? Alors, mon expérience en tant que référent du socle, c'est que obliger un métier à se lancer dans l'application de son business, c'est contre-productif. Il vaut bien mieux attendre que le besoin vienne du métier. Voilà, il a un besoin. Et nous, en tant qu'experts API, on est là pour les accompagner, pour aplanir les difficultés et donc les accompagner dans tout le cycle de vie de leur projet. Concrètement, à la Caisse des dépôts, nous avons plusieurs métiers qui ont une maturité hétérogène dans le domaine des API, dans l'utilisation des API. Donc j'en ai parlé juste avant, le métier de la retraite et de la formation professionnelle a un besoin historique fort de s'interconnecter avec d'autres acteurs, donc ils sont très matures au niveau des API. La banque, elle a dû s'y mettre à un moment pour des questions réglementaires, notamment l'open banking. Et ce que j'observe maintenant, c'est que le métier capitalise justement sur ces nouvelles compétences acquises ces dernières années pour continuer à apaiser son business. Est-ce que ça a fait tache d'huile ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres métiers, d'autres organisations étatiques d'ailleurs, qui sont venus voir la Caisse des dépôts en disant vous avez lancé un processus d'APIisation, ça nous intéresse, nous aussi on voudrait s'interconnecter, on a des données à échanger. Est-ce que ça a permis de convaincre d'autres organisations ? Alors en interne, nous essayons d'accompagner tous les autres métiers, donc notamment la finance qui commence à s'y mettre, le SI interne aussi qui est très important et qui s'apéise de plus en plus. À l'heure actuelle, non, on n'a pas eu d'ouverture de retour d'expérience à faire à d'autres organisations. Avec le temps, j'imagine que ça viendra. Peut-être après ce témoignage. C'est ça, exactement. Emmanuel, comment les autres industries, et je prolonge la question que j'ai posée à Yvan Frein, comment toutes les industries peuvent-elles tirer des bénéfices d'une stratégie d'apéisation ? Alors, toutes, c'est compliqué. Je ne peux pas répondre pour toutes. Ce qui est clair,
c'est qu'il y a certaines branches où il est assez naturel d'exposer ses propres services. Donc on va dire, dans le domaine des services, c'est assez simple d'avoir une stratégie API gagnante à court terme. Et on le voit dans la banque. Enfin, on voit que c'est assez naturel d'accepter, d'avoir des nouveaux canaux de distribution à travers les API. Donc là, cette stratégie, elle est gagnante à très court terme parce que ces nouveaux canaux de distribution vont générer du business. Ce qui est un peu plus compliqué, parce que tu parlais du mot d'industrie. Pour moi, l'industrie, enfin, c'est une catégorie particulière. À part entière. Où là, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on imagine un fabricant de moteurs électriques, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire avec des API ? Et ce que je trouve extraordinaire, le plus intéressant, c'est justement de voir les mutations business dans l'industrie grâce à des API. J'ai récemment eu l'occasion d'échanger avec les gens de Bosch. On les a accompagnés. Donc, le Bosch, c'est de l'industrie. Hein, ça fabrique des visseuses, des perceuses, des moteurs. Des trucs, voilà, pour, directement ou indirectement pour l'industrie. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en ouvrant tout ce qui était électronique à travers des API, ils pouvaient créer des écosystèmes. Et ils pouvaient tirer parti de cet écosystème pour changer le monde d'une part, mais surtout changer complètement leur business. Et aujourd'hui, la vente de services pour Bosch, alors on va prendre un exemple tout bête, vous prenez un vélo électrique. Vous avez un moteur Bosch. Ce moteur Bosch, il a un calculateur qui va remonter des informations. Ces informations, elles sont exposées sous forme d'API à un écosystème qui va permettre d'envoyer directement vos performances sur le moteur dans Strava. Donc vous allez créer comme ça des services qui sont consommés par d'autres acteurs et on voit qu'en fait Bosch se retrouve exactement au même niveau de la banque. La banque, elle fait des services pour que les fintechs les consomment et propose des nouveaux parcours aux utilisateurs, aux clients. Ben Bosch, c'est la même chose. Il crée à travers cet écosystème des nouveaux parcours pour ta santé, le sport, la géolocalisation. Donc tout ça, c'est un ensemble d'API et qui va transformer en profondeur le métier de ces industriels. Et on s'en rend compte de plus en plus parce qu'aujourd'hui, typiquement, tu vois, un Valeo, lui, il va avoir des API qui vont permettre à la voiture connectée qui lie la route de remonter des informations pour les autres véhicules, pour les autres usagers. Et quand on sait que les autres véhicules, bientôt, ils vont peut-être être autonomes, on voit toute la richesse de ces informations, qui sont des informations qui sont dans le cœur métier de ces industriels, mais qui, en étant exposés, exploités, vont profondément changer leur métier. Et je suis pas un devin, si tu veux, mais je me dis qu'il y a une grande part du business de ces opérateurs industriels qui risquent demain, ou qui auront la chance demain, de passer à travers ces services, à travers ces API, parce que ça a une vraie valeur et qui pourront les exploiter. Est-ce que ces organisations-là que tu mentionnes, est-ce qu'elles ont conscience du fait qu'aujourd'hui, comme les autres, comme celle du service, génèrent des quantités astronomiques de données et que ces données, finalement, c'est un gisement sur lequel elles sont assises sans forcément l'utiliser? Oui, alors... Ça fait tellement... Ça, c'est un peu de tarte à la crème. Ça fait longtemps qu'on le dit. C'est le pétrole de demain, machin truc et tout. Donc, elles le savent. Maintenant, ce qui est toujours compliqué, et on le verra, on l'a vu avec Julien, on pourrait le voir avec toi aussi, c'est qu'il y a quand même des lignes métiers dans ces grandes industries et que toute la valeur vient souvent du croisement des données, si tu veux, et d'aller voir un par un les métiers. Alors, tu disais qu'en fait, c'est compliqué de les obliger, les métiers. Vous avez quand même, en tant qu'IT, une mission d'acculturation pour leur expliquer un certain nombre de bases qui permettront ensuite, derrière, de leur donner la petite étincelle qui vont se dire on va faire du business comme ça. Mais se faire du business, ligne métier par ligne métier, c'est compliqué. Et on voit que dans l'industrie, quand on commence à être transverse, ça prend une valeur juste extraordinaire. Et il commence aujourd'hui à prendre conscience de la possibilité de valorisation de ces informations, de monétisation de ces informations. Donc on pourra y revenir aussi. La monétisation des API, c'est un vrai sujet. C'est pas directement aujourd'hui une réalité, mais en tout cas la valorisation, oui, ça commence vraiment à être très prégnant. Puis alors dans les banques, n'en parlons pas. On peut parler de vous, mais on peut parler aussi, alors c'est pas vraiment vos concurrents, mais des gens comme le groupe BPCE, les Commerzbank en Allemagne, eux, ils ont parfaitement compris qu'à travers l'exposition de ces services et des services d'autres opérateurs, ils pouvaient complètement changer leur business. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as abordé, Emmanuel, à l'instant, qui est vraiment la sensibilisation autour des API et finalement le fait que les métiers puissent acquérir ce mindset API. Qu'est-ce que tu as mis en place, Jean-Noël, justement, pour former les métiers et leur permettre d'acquérir cet état d'esprit, ce mindset API?
Alors l'année dernière, en 2022, nous avons lancé un parcours de formation sur la thématique des API et de l'API management. Donc, ce que j'observais, c'était que quand je réalisais de l'expertise pour le compte de projets, il y avait souvent les mêmes questions qui revenaient. Et donc, nous avons eu l'idée Quelle question revenait, Jean-Noël? À quoi ça sert l'API management? Comment on met en place le SOC d'API? Quels sont les services offerts par le SOC d'API management? Bon, voilà. Des questions vraiment très classiques pour comprendre le but des API et leur gestion. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'était de rassembler un peu toutes ces données brutes que je fournissais au projet dans un cycle de formation. Donc, 3 buts dans ces formations. Le premier, c'était de diffuser les connaissances théoriques et pratiques sur le domaine des API, les principes d'architecture, l'urbanisation du SI, comment les API structurent le système d'information. Le deuxième sujet, c'était de partager les fonctionnalités du SOC d'API Management que nous gérons. Des fonctionnalités API Management et DevSecOps. Et donc les pratiquer au moyen d'ateliers, de présentations, de workshops, etc. Et enfin, pour moi, le dernier et le plus important item, c'est d'accompagner à la fois les producteurs d'API et les consommateurs dans la compréhension de l'usage qui est fait des API. Est-ce que l'API est consommée 2 jours, le week-end? Est-ce qu'elle est consommée sur desktop, sur mobile? Est-ce qu'elle est consommée de manière cyclique, etc. Il y a plein d'informations à prendre en compte. Et si le fournisseur d'API prend en compte justement toutes ces métadonnées, il pourra continuer à améliorer le service aux consommateurs. Et donc ça, on fournit les outils et on accompagne les métiers dans la compréhension de l'usage qui est fait de leur API. Comment vous êtes organisé justement pour favoriser cet accompagnement? Alors, ça bouge aussi dans notre équipe. On est dans une phase aussi de réorganisation. Concrètement, nous sommes en train d'adopter l'approche produit. C'est-à-dire que nous avons un produit d'API management. Et notre but, toutes nos actions sous-jacentes, c'est de continuer à apporter de la valeur, à valoriser ce socle. Donc, nous sommes organisés autour d'un noyau d'experts, certains maîtrisant la partie dev, l'autre la partie ops, la partie sécurité également. Ensuite, au niveau par rapport au projet, nous avons une stratégie pour fournir le maximum d'autonomie au projet. Voilà. Et donc, cela va de pair, évidemment, avec l'item précédent sur la formation. Nous formons les projets pour utiliser nos services managés. Et ensuite, nous travaillons également sur les évolutions du socle. Une des choses les plus importantes, c'est que cette organisation nous permet d'être vraiment en contact au plus près des projets et pour recueillir à la fois les nouvelles tendances, les signaux faibles qui deviendront les nouvelles tendances, les nouvelles réglementations à venir. Voilà. Nous, on est un SOC transverse, donc les réglementations bancaires à venir qui contraindront d'utiliser des API, par exemple les paiements SWIFT qui vont venir, tout ça. Ça nous permet d'anticiper l'évolution du socle et de continuer à fournir de nouveaux services. Tu mentionnais au début de cette discussion la caisse des retraites. Vers quels autres écosystèmes l'APIsation a-t-elle permis d'ouvrir finalement le système d'information de la CDC? Alors, je vais prendre 2 exemples emblématiques. Bien connus du grand public. Ouais. Le premier, c'est la formation professionnelle. Donc, nous gérons le site Mon Compte Formation. Et donc, à ce titre, donc derrière la belle vitrine du site, il y a tout un tas d'API qui travaillent en back-office derrière. Donc, nous sommes interconnectés avec Pôle emploi, avec l'Agir Carco, avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour la partie service. Ensuite, nous avons également la partie référentielle, avec par exemple France Connect et Net Entreprise, le référentiel des personnes morales du JPMDS. Et enfin, les services que nous les proposons aussi
à des organismes de certification. Donc ça va de l'auto-école en bas de la rue à Axway en tant que certificateur. Donc pas mal d'organisations. Je vois que le temps passe très vite et il me reste 2 questions à vous poser. Une pour toi, Emmanuel. Comment est-ce que les entreprises matures, on a une organisation qui est mature, qui utilise les API maintenant depuis un certain nombre d'années, comment les organisations peuvent-elles continuer à s'appuyer sur les API pour maintenir l'accélération de la transformation de leur système d'information et de leur business? Et après, j'aurai une autre question pour tous les deux autour de la sécurité. C'est quelqu'un qui la pose en ligne. Je pense que pour répondre très rapidement, on a de plus en plus d'entreprises, on le voit, qui sont matures sur l'APIisation en tant que telle. Donc, Jean-Noël, tu as fait un petit panorama. On a un système d'information qui tourne, qui est exposé, qui est bien exposé, qui est sécurisé, tout ce qui va bien. On a les API qui fonctionnent. La vraie question qu'il va maintenant falloir se poser, c'est que quand tu parles de transformation digitale à travers les API, généralement, ça passe par un écosystème de consommateurs de ces API. Une API ne vaut que si elle est consommée. C'est un petit peu comme un produit. Tu peux faire le plus beau produit du monde, s'il n'est pas consommé, bad luck. Donc, là, maintenant, il va falloir qu'ils engagent des réflexions beaucoup plus marketing sur la productisation de l'API. Cette API, je veux en faire un produit, je veux qu'il soit consommé, il va falloir que je reprenne la vieille marketing de base, le prix, le produit, le placement, etc. Donc, on a les 4P qui se transforment en 10P du marketing digital, mais il y a ces outils marketing qu'il va falloir mettre en branle pour pouvoir vendre, exposer correctement et que ces API, ces services digitaux, donc parce que ça ne devient plus des API techniques, ça devient vraiment des services digitaux, soient consommés. Donc on a tous les outils qui vont tourner autour de la marketplace de services digitaux, des choses comme ça, qu'il va falloir vraiment aujourd'hui prendre en compte. Et ça veut dire aussi derrière que ces entreprises qui sont peut-être très matures au niveau technique, il va falloir qu'elles parlent encore plus avec des métiers qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, de concevoir des services digitaux à travers des produits techniques. Donc là, il va une fois de plus falloir les mettre autour de la table. Donc tu as encore du boulot peut-être pour... D'où les formations aussi qui s'adressent à tous les publics, à la fois technique et fonction support. Ah oui, vous avez un devoir d'acculturation clairement, mais aussi de réunion au-delà de cette acculturation. On a 2 questions, en ligne sur les aspects sécuritaires. Je sais qu'Axway n'est pas un acteur de la sécurité, mais vous avez toujours, de votre côté, quand même une vision particulière. Y a-t-il des certifications disponibles? D'ailleurs, c'est une question pour tous les deux. Est-ce que, Jean-Noël, tu as regardé côté certification sécurité et Axway de ton côté, Emmanuel, qu'est-ce que tu préconises? Alors, Axway est un acteur de la sécurité dans le sens où, justement, quand tu vas parler d'APIisation, il faut voir ça comme la brique de sécurité qui va permettre à ton système d'information d'échanger avec l'extérieur. Un petit peu comme une boîte à fusibles, on en avait parlé la dernière fois. Oui. Donc, dans ce sens, on est un acteur de la sécurité. On se doit de proposer à nos clients une boîte à fusibles qui soit vraiment blindée. Et donc, il y a des certifications de gradation avec des critères communs, les common criteria. Aujourd'hui, la plus haute certification en termes de sécurité civile, on va dire, parce qu'après, on va passer dans la gradation militaire. Donc, la plus haute certification civile, c'est la common criteria EL4+. Et on est le seul éditeur d'API qui permet à nos clients de bénéficier de cette certification dans les produits. Donc, vous avez, oui, une brique de sécurité qui est absolument indispensable. Est-ce que tu veux dire un mot sur la sécurité? C'est vrai que de notre côté Caisse des dépôts, nous avons une cellule sécurité qui nous fait part des besoins et que du coup nous mettons en place opérationnellement. On a une autre question en ligne, toujours côté réglementation. Les aspects API sont-ils couverts dans la loi SREN, donc c'est un projet de loi qui vise à sécuriser et à réguler l'espace numérique, ou par des équivalents légaux européen? C'est plutôt pour toi, Emmanuel. Non, je suis désolé, je n'ai pas l'information. D'accord, bon, on va te le dire. Hein. D'accord, non, mais au moins c'est clair. Et ouais. On cherchera, donc restez connectés, on cherchera et puis on essaiera de vous apporter une réponse. On y reste très peu de temps et une dernière question pour vous, tous les deux. Quels conseils donneriez-vous, messieurs, à ceux qui veulent absolument réussir leur conseil d'APIisation? 3 conseils chacun. Jean-Noël. Alors, il faut un budget sanctuarisé pour gérer le produit. Ensuite, il faut utiliser les API à bon escient. Il y a d'autres cas d'usage pour transférer de la donnée que les API. Une fois qu'on a les API, il faut comprendre l'usage qui en est fait.
Et enfin, diffuser de l'information, former et acculturer au maximum. Former, acculturer. Ça fait 4 conseils. Ça fait 4 conseils, mais c'est toujours bon à prendre. Je ne peux pas dire les mêmes. Ouais. Il faut qu'on soit un peu complémentaires. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, définir une vraie stratégie d'API, ça, c'est hyper important. Et pour ce faire, sortir de l'IT et rencontrer les métiers. Donc là, définition de la vraie stratégie. Au-delà de ça, comprendre et bien comprendre la transformation de l'API technique en API business, dont on n'a pas vraiment parlé, toutes les notions de produits API. Ça, je pense que c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est mener une veille très attentive sur les évolutions de notre environnement. Parce qu'on a un écosystème qui change. On a aujourd'hui beaucoup de consommateurs de ces API qui sont encore des humains, qui sont des développeurs. Demain, on aura de plus en plus, comme le disait l'interlocuteur de PwC, d'outils beaucoup plus automatisés. Alors, on pense tous à des ChatGPT, des OpenAI, tous ces assistants numériques qu'il va falloir nourrir et qui vont consommer ces API. Ces outils ne parlent pas le langage complètement humain, en tout cas ne parlent pas de la même manière que nous. Et si on veut être efficace, il faut peut-être penser, alors effectivement, à la taxonomie de ces API, mais aussi aux manières de les exposer. C'est-à-dire qu'un développeur humain, il va falloir lui donner quelques exemples, des vidéos, des tutos, des choses comme ça. OpenAI, il faudra peut-être lui donner autre chose. Et ça, c'est une réflexion à avoir dans les quelques mois qui viennent pour que le business puisse survivre dans ce monde qui est consommé par pas que des humains. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Quant à nous, nous recevons notre prochain invité. Merci. Et nous sommes maintenant avec Sylvain Caillot. Sylvain, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes évangéliste et expert technique chez Cast France, éditeur de logiciels spécialisé dans la mesure de la performance. Plutôt dans la mesure de la software de la performance. intelligence que de la performance. On travaille beaucoup Software plus. intelligence. Voilà. On construit des référentiels qui vous permettent de comprendre, de naviguer, d'interroger une base de connaissances qui va vous dire tout ce que votre application sait faire, comment elle le fait, est-ce qu'elle le fait bien ou pas. Et il y a le sujet de performance, mais plutôt de performance potentielle que de performance mesurée sur les machines. Alors avec vous, on va voir là pendant une dizaine de minutes comment optimiser finalement la gestion des API, comment savoir si elles fonctionnent, comment savoir celles qui sont sollicitées. C'est un sujet qu'on a abordé avec nos différents intervenants. Toutes les entreprises disposent-elles, Sylvain, d'une cartographie finalement des API qu'elles ont mis à disposition de leurs partenaires ou même de leur métier interne? Oui, alors certainement pas. C'est la mauvaise nouvelle. Ouais, les applications sont en général peu connues. Les applications sont sous la pression des équipes techniques, elles sont sous la pression du business, elles évoluent vite, les documentations ne suivent pas. Même les documentations un peu techniques ou un peu publiées par les développeurs, ils sont toujours sous la pression. Et la seule vraie référence, c'est le code lui-même. Et dans le code de ces applications, on trouve effectivement, si on sait le lire, si on sait ensuite proposer aux différents interlocuteurs la vision de ce qui est dans ce code, quelque chose qui est beaucoup plus à jour, beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va relire le code source des applications et on va indiquer à ceux qui en ont besoin tout ce qui s'y trouve, et en particulier, quelles sont toutes les API qui sont exposées et toutes les API qui sont consommées par les applications concernées. Quel est l'intérêt justement pour les organisations d'avoir des outils comme le vôtre qui permettent de savoir si les API sont utilisées, consommées ou pas? Alors, le fait de savoir si elles sont consommées et utilisées, c'est très important, puisque lorsque vous avez une application, que vous l'avez APIsée, et on pourra y revenir après, l'APIisation c'est un vrai projet, eh bien, elles vont être consommées par des personnes qui ne sont pas les personnes de l'entreprise. Ça va être quelque chose qui va changer le mode d'utilisation de votre application. La façon dont vont consommer les gens à l'extérieur, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose que parfois pour lesquels l'application n'a pas été conçue. Donc comprendre que cette API est sollicitée, c'est important, et ensuite voir comment le code de l'application doit être transformé pour supporter ces nouveaux usages, pour ne pas se retrouver avec des problèmes de performance en particulier, qui est une des plaies des API. Eh bien, vous avez besoin de bien comprendre ce qui se passe derrière l'API, pour pouvoir mettre en forme votre application de telle sorte qu'elle puisse être consommée par vos partenaires pour que les choses se passent bien et pour que tout le monde puisse en profiter au maximum. Cette brique-là, il faut l'intégrer dans le projet, vous en parliez à l'instant, dans le projet et dès le début du projet d'application. Il ne faut pas le faire a posteriori. Alors sur le, ça marche, on peut le faire a posteriori, bien sûr, ça marche. Il y a des gens qui attendent les ennuis avant de...
de commencer à traiter. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc plutôt vous le mettez. Alors si vous avez un monolithe, prenez l'exemple, je suis un grand acteur financier, Une grande banque, une grande assurance. autre chose, peu importe. J'ai décidé d'avoir une plateformisation de mon back-end habituel. Eh bien, en général, j'ai un monolithe que je maîtrise pas et qu'il va falloir reprendre en main pour pouvoir l'apaiser et puis pour pouvoir être sûr que les API vont être efficaces. Donc ça, c'est quelque chose c'est un projet de transformation majeur, et pour avoir un bon plan de travail sur un projet de transformation majeur, il faut savoir quelle est la matière qu'on transforme. Donc nous, c'est ce qu'on va donner. On va donner accès à cette matière qu'on transforme. On va vous dire, là, vous avez quelque chose qui est un peu trop imbriqué. Comment vous allez le désimbriquer? Quand vous l'aurez désimbriqué, vous savez que vous allez avoir des comportements différents. Vous allez vouloir faire du stateless, par exemple, entre différents services, alors que jusqu'à présent, vous pouvez avoir du stateful. Mais le stateless va avoir un énorme avantage. C'est beaucoup plus facile à reprendre, beaucoup plus facile à faire de la scalabilité horizontale. Vous allez aussi vouloir avoir des systèmes beaucoup plus résilients. Donc vous allez dire, tiens, là, si j'ai de la dégradation de service, je ne veux pas couper le service, je veux juste le dégrader. Je vais ajouter des couches, par exemple, d'accès aux données avec du cache, parce que tant que le cache est vivant, même s'il y a un problème avec l'accès aux bases de données, on peut continuer à avoir un service dégradé. Donc il y a vraiment des choses qui sont très fondamentales à faire sur son application. Lorsqu'on fait un projet d'APIisation, c'est encore plus exigeant qu'un projet de modernisation classique, puisque dans un projet de modernisation, on se dit qu'on change l'application pour l'usage interne de l'entreprise. Là, on la transforme pour offrir des services, offrir des accès de données à des gens dont on ne sait pas comment ils vont le consommer, dont on ne sait pas comment ils vont solliciter l'application. Ça demande plus d'exigence et ça demande d'être plus réactif au fur et à mesure que l'on déploie l'application, au fur et à mesure qu'on va déployer cette application, que les API vont être consommées, et ce sera un succès que si les API sont consommées. Eh bien, on va devoir encore continuer de transformer l'application. Et on sait comment ça peut aller vite, si le service ne rend pas le service dans le bon temps de réponse, avec les bonnes possibilités qui sont attendues par les clients, bien, tout simplement, on cherchera une autre plateforme, on cherchera une autre façon d'obtenir l'information. Ouais, ça peut permettre de gagner finalement en agilité, de pouvoir observer si une API fonctionne, si elle est correctement utilisée, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se retourner rapidement. Exactement. L'activité dont les entreprises ont toujours besoin. Avec vous, il y a quelques mois, on parlait d'adhérence, et là vous venez d'en reparler en partie, on parlait d'adhérence des applications sur le SI, les API n'y échappent pas non plus. Est-ce qu'il peut y avoir justement une question d'adhérence, vous le disiez en partie, et comment est-ce que justement on limite cette adhérence de l'API, et comment est-ce qu'on la rend finalement plus agile? L'API doit rendre un service, et l'API qui va rendre le service de manière le plus efficace, c'est une API qui va avoir une portion de code qui s'exécute indépendamment. Une portion de code qui est stateless, qui gère ses données, qui gère son traitement, et qu'on peut ressolliciter autant de fois qu'on veut. Et ça, c'est parfait, puisque vous allez l'exposer vers l'extérieur. Cette API, elle va être consommée probablement via une couche qui va passer par l'Internet, et vous pouvez tout à coup avoir une montée en puissance. Si c'est du stateless, ce sera facile de redéployer en horizontal ce morceau de code, éventuellement sur plusieurs machines virtuelles, dans plusieurs conteneurs. Ça sera assez facile. Si c'est stateful, eh bien, il a besoin d'attendre des réponses d'autres services. Et donc là, vous avez des morceaux qui sont beaucoup plus gros, beaucoup moins souples à faire monter. Et donc cette adhérence-là va jouer sur la capacité à être fluide dans l'utilisation de votre application à travers ces API. Mais ça veut dire, si je vous suis bien, Sylvain, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir une APIisation efficace, agile et fluide, il faut, d'une manière générale, avoir commencé à casser le monolithe. Oui. Sinon, ça ne fonctionne pas, en fait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça va être uniquement de la scalabilité verticale. Et évidemment, comme vous ne savez pas comment votre application va être utilisée, vous ne savez pas si vous avez le hardware suffisant pour pouvoir encaisser ce qui peut se passer. Et vous allez potentiellement avoir des gros ennuis, jusqu'à des saturations de machines qui vont juste arrêter votre application. Et donc le business. Ça, c'est catastrophique. Oui, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que ça dit de la capacité des acteurs dont vous parliez à l'instant, grande banque, grosse assurance, qui parfois ont plusieurs dizaines d'années d'existence? Qu'est-ce que ça dit de leur capacité à se transformer? Parce que les API, justement, elles servent à ça. Elles doivent leur permettre de créer de nouveaux services, de se connecter... C'est même carrément des nouveaux canaux de consommation de leurs produits. Quand on parle d'assurance, on a beaucoup parlé de voitures. Moi, l'avenir de la voiture, je la vois, vous ne posséderez plus votre voiture. Mais vous avez quand même besoin d'être assuré. Et donc, vous allez avoir de l'assurance à l'acte. C'est le temps de la location de la voiture. Et je peux vouloir jouer sur la concurrence. Aujourd'hui, j'ai pris mon assurance pour la voiture pour la journée, mais demain, j'en veux une autre. Oui, bien sûr, le loueur me propose une assurance, mais pourquoi je prendrais la sienne? Pourquoi je pourrais pas en avoir une autre? Donc, vous avez un marché où vous allez créer comme ça des situations où ça va se multiplier, où le nombre d'actes individuels va être beaucoup plus important.
Et ça, vous ne pouvez le faire qu'en transformant votre application et en offrant ces services-là d'une manière beaucoup plus souple aux différents partenaires qui vont constituer maintenant une sorte d'entreprise étendue. Hein. Voilà, j'ai une situation qui va être assez différente et je veux que mon système d'information puisse réagir dans ce contexte-là, qui est un contexte plus riche en termes de partenaires et en termes d'interaction. Mais est-ce que ça leur ferme pas la porte à ces entreprises-là qui ont des systèmes d'information qui sont un peu plus anciens, qui ont un legacy qui est lourd finalement? Est-ce que ça ne leur ferme pas la porte finalement, parce qu'ils sont anciens, mais ça ne leur réduit pas leur capacité à se transformer et à aller beaucoup plus vite? Alors ça, c'est la palissade. Hein. Vaut mieux arriver sur un marché avec pas d'antériorité qu'avec de l'antériorité. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Maintenant, leur challenge, c'est justement de pouvoir quand même avancer sur ce marché. Ils ont une vraie compétence, ils ont des vrais métiers, ils ont des assets, ils ont une réalité et ils ont une vraie matière sur laquelle ils peuvent s'appuyer. À eux de se donner les moyens de la transformer. Et on est là pour aider à cette transformation, à cette compréhension de leur système et à la transformation. Et est-ce qu'on peut penser que systématiquement quelque chose qui naît sur un nouveau marché ne va pas devoir interagir avec les acteurs existants? Donc il faut que ces acteurs existants aussi puissent se positionner autour des nouvelles plateformes qui peuvent se créer. Une dernière question. On sait qu'aujourd'hui, il y a certaines organisations qui sont lancées dans la réécriture d'une partie, pas tout, mais une partie de leur SI. Que peuvent leur apporter les outils comme les outils low-code, en tout cas les approches low-code dans ce domaine? Alors, les outils low-code, no-code, hein, on a un grand débat entre le high-code et le low-code, no-code. Le low-code, no-code, c'est vraiment fait pour faire le système d'engagement. Quelque chose qui va aller vite, quelque chose qui est proche du business, quelque chose qui nécessite des informaticiens très orientés métier et dont on n'attend pas à ce qu'ils aient toute la maîtrise technique fine de ce qu'un système de back-end peut apporter ou peut nécessiter. Donc si on leur donne à ces gens-là cette capacité d'écrire rapidement, il faut aussi leur donner la capacité d'interagir avec le reste des systèmes. Et là, les API sont super importantes. Si on fait du low-code, no-code, il faut des API. Avoir des API dans un contexte tel que celui-là, ça permet d'ouvrir sur les différents process qui pourraient être créés à travers le low-code, no-code, bien plus de possibilités. Et plus ces API seront bien décrites, seront fines, et elles permettront de rendre des services qui sont des services assez précis, plus l'exploitation qui pourra en être faite par ces gens qui sont plus près du métier et qui utilisent du low-code, no-code pourra être efficace. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous ce matin. On va parler maintenant avec notre prochain invité de sécurité. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail avec vous, Olivier. On va essayer de voir comment, justement, on sécurise des API dans un monde de plus en plus tourné vers le cloud. Donc, je répète, vous êtes Olivier Cagne, vous êtes Solution Engineer chez Cloudflare, qui se présente, suivant les définitions, comme un géant de la protection des sites ou des applications web. C'est souvent comme ça qu'on vous présente. Olivier, pourquoi les API restent un thème aussi important en 2023 ? Bonjour Thomas et bonjour Sylvain. Alors pourquoi ça reste un thème aussi important en 2023 ? Probablement plus que jamais. Cloudflare aujourd'hui a une position où on permet à 20% des sites web d'être protégés par Cloudflare, ce qui nous donne pas mal de données, de statistiques. Et effectivement, ce qu'on a vu sur l'année passée, c'était une augmentation de plus de 60% du trafic API à travers, encore une fois, les flux qui transitent à travers Cloudflare. Et une statistique encore plus peut-être étonnante, c'est que 50% du trafic web, donc du trafic HTTP, est du trafic API. Donc on a vraiment la moitié. La moitié du trafic que Cloudflare véhicule en termes d'HTTP et du trafic API. Donc c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit énormément. L'autre point, et enfin, j'avais pris quelques petites notes. Julien Brun de L'Oréal tout à l'heure disait que L'Oréal était une API first, une société API first. Yvan Frein de PwC parlait d'augmentation du produit physique en faisant référence aux bornes libre-service de vélo. C'est exactement ça, c'est qu'on voit vraiment une tendance de fond qui est que les nouveaux services sont créés d'abord en mode API et puis on conçoit l'interface graphique derrière, ou bien on rajoute des API pour permettre à des partenaires de consommer des services. Emmanuel Métivier aussi, parlait de Bosch tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment les tendances qu'on voit depuis maintenant quelques années et encore plus sur la dernière année. L'autre peut-être petite tendance qu'on voit maintenant en 2023, Gartner l'avait un petit peu prévu, c'est les API de type GraphQL. GraphQL, c'est une API
qui permet tout simplement de grouper des appels API en une seule fois, ce qui permet notamment aux applications mobiles qui sont tributaires de la latence du réseau mobile d'avoir un accès aux informations de façon un petit peu plus rapide. Ça a d'ailleurs été lancé par Meta pour leur application Facebook en 2012 et quelques, et puis ensuite ça a été passé en open source. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus adopter. Gartner estime que 10% des sociétés utilisaient du GraphQL en 2021, et probablement quelque chose comme la moitié des entreprises utiliseront du GraphQL d'ici 2025. C'est ce qu'on voit aussi un petit peu, on le constate aussi chez Cloudflare. Quelles sont les tendances fortes en ce moment que vous notez, Olivier? On a effectivement on a une accélération de transformation, on l'a dit, on l'a tous dit. On sait qu'aujourd'hui, les API ont tendance à s'effacer pour devenir vraiment un vrai outil business. Sylvain l'a évoqué. Ça a été évoqué par PwC et par Axway. Qu'est-ce que vous notez également comme autre tendance? L'autre tendance, tout simplement, c'est qu'on voit de plus en plus d'attaques forcément menées sur les API. Et ces attaques-là n'ont pas forcément pour but de faire tomber les API. Alors évidemment, il y a des API que certains attaquants ont envie de faire tomber. Je pense que c'est Yves Enfrin tout à l'heure qui faisait référence à des API de paiement. Donc là, clairement, si un attaquant réussit à faire tomber une API de paiement, forcément, ça bloque les paiements d'un commerçant. Mais l'autre tendance, c'est plutôt d'aller exploiter les informations de l'API. En général, le trafic API, ça reste du trafic HTTP, j'ai envie de dire presque classique, qui utilise un protocole classique HTTP. En revanche, les informations qui sont contenues dans le corps du message ou dans le corps de la requête sont en général très riches en contenu. Donc c'est vraiment la tendance, c'est non pas de seulement faire tomber les API, mais plutôt d'exploiter les informations, essayer d'aller chercher l'information dans l'API. Comment est-ce que les organisations peuvent finalement renforcer la protection autour de ces mêmes API dont on parle depuis le début de cette émission? Alors, il y a plusieurs axes pour renforcer la protection des API, au moins celles qui sont exposées sur Internet. Déjà, un premier point tout bête, c'est qu'il faut connaître les API qui sont exposées et qui sont publiquement disponibles. Donc pour ça veut dire qu'en permanence, on doit regarder si des API ou des nouvelles API sont publiées sans qu'il y ait eu peut-être un schéma bien défini, un schéma d'API. Je crois que Julien Brun, tout à l'heure de L'Oréal, faisait référence à Swagger ou OpenAPI 2.0. Donc c'est à la fois être au courant des nouvelles API qui sont publiées, et puis aussi ne pas oublier les API qui sont peut-être désuètes ou qui ne sont plus utilisées ou qui ont été utilisées une fois pour un test et puis finalement laissées, entre guillemets, exposées sur Internet. L'idée, c'est en permanence regarder si on a du trafic API sur les points d'entrée Internet ou sur les expositions Internet qu'on possède. Pas seulement la dernière API dont le schéma est bien défini, mais aussi regarder en permanence les API exposées. Ça, c'est à la fois connaître les API, puis une fois qu'on connaît les API, là, j'ai envie de dire, on va protéger les API d'une façon assez classique, à travers peut-être de la protection volumétrique, donc pour essayer de se protéger contre les dénis de service ou les dénis de service distribués. Je faisais référence tout à l'heure aux API de paiement. On va empêcher que l'API de paiement ne tombe. Et puis, on va avoir aussi des protections un peu plus fines sur la partie API. Donc, par exemple, aller détecter peut-être de l'injection SQL à l'intérieur d'appels API. Alors, c'est pas forcément hyper fréquent, mais ça peut arriver. Donc, autant se protéger de toute façon contre ces attaques un petit peu ciblées. Et puis, on va essayer de se protéger de façon plus granulaire sur l'API elle-même. Ça veut dire, par exemple, déployer ce qu'on appelle un modèle de sécurité positif. Julien Brun, encore une fois, de L'Oréal, tout à l'heure, il faisait référence avec Swagger. Si on est capable de connaître exactement le schéma d'une API, on peut retirer à travers une protection tout ce qui dépasse le cadre de ce schéma. Alors, pour être plus précis, si par exemple on expose une API qui s'attend à recevoir des get, donc le verbe utilisé, un des verbes utilisés par le protocole HTTP, si par exemple l'attaquant envoie un post dans le bon chemin au lieu d'un get, une protection périmétrique, donc typiquement un WAF par exemple, va être capable de retirer ce trafic-là avant qu'il n'arrive à l'endpoint API ou avant qu'il n'arrive jusqu'à l'API. Donc il y a des petites subtilités sur la partie API. L'autre pan de protection qu'on peut mettre en place, c'est vraiment des protections
contre des attaques de type vol d'identifiants ou des protections contre le vidage de stock, je ne sais pas si le terme est le bon. Yvan Frein de PwC, il faisait référence tout à l'heure. Des attaquants vont essayer de vider virtuellement les stocks de commerçants ou de e-commerçants. Et évidemment, l'impact derrière, c'est que les vrais clients qui souhaitent réellement commander l'article voient que ce n'est plus dispo, et donc il y a une perte de revenus évidente. Très direct sur le business. Et puis je reviens aussi sur la partie transport. Yvan Frein, encore une fois, il faisait référence. Les sociétés qui doivent publier leurs itinéraires, les horaires, etc., évidemment, il y a quelques petits malins, ça peut être des concurrents, ça peut être des sociétés d'attaque, vont essayer d'aller regarder en permanence quels sont les derniers horaires, quels sont les derniers tarifs de ces nouveaux horaires ou de ces nouveaux itinéraires. Et donc, du coup, ça crée énormément de charges sur l'API, et puis ça crée aussi énormément de risques sur la société elle-même, puisque derrière, le concurrent ou un attaquant va essayer de revendre des tarifs d'itinéraires peut-être moins chers, plus chers, ou bien essayer de placer des publicités pour attirer du trafic sur sa propre société. Donc pour ça, on va retrouver des protections qui sont à la fois de la détection de trafic automatisé, donc ce qu'on appelle souvent des robots ou des bots. Ça va également protéger les API, ça protège déjà des sites web, ça protège évidemment les API. On va retrouver aussi des protections pour essayer de détecter des parcours clients incorrects. Je m'explique un petit peu. Très souvent, lorsque vous oubliez votre mot de passe sur un site web, vous avez Ça arrive souvent. Oui, ma grand-mère aussi. Vous avez probablement une séquence assez classique de j'essaye de me loguer une fois, deux fois sur le site, j'y arrive pas, et je fais appel à j'ai oublié mon mot de passe. Parce qu'on va essayer de détecter, c'est un parcours incorrect dans le sens où un attaquant, lui, ce qui l'intéresse, c'est de passer le moins de temps possible pour essayer d'aller capturer des identifiants ou essayer de s'identifier à la place de quelqu'un d'autre. Donc, il va probablement directement aller automatiser ses requêtes vers l'API d'oubli de password. Donc là, la manière dont on peut se protéger, c'est tout simplement détecter une séquence classique de la personne ou l'adresse IP ou le navigateur a essayé de s'authentifier une fois, deux fois, il a passé une demi-seconde ou 0,7 secondes, et puis ensuite fait appel à l'oubli de mot de passe. Ça, c'est une séquence plus normale, plus classique d'oubli de mot de passe. Donc on peut se protéger de cette manière-là. Et puis, tout à l'heure, Julien Brun de L'Oréal y faisait référence. On peut aussi, évidemment, authentifier de façon forte les partenaires. Donc, pour authentifier les appels API de partenaires, on peut utiliser pas mal de moyens. On peut utiliser des authentifications par certificat, ce qu'on appelle souvent du MTLS, du Mutual Auth TLS. On peut utiliser des jetons JWT, qu'on appelle souvent du JOLT. Ça se prononce souvent du JOLT. Et puis, on peut aussi évidemment détecter les identifiants qui ont déjà fuité sur Internet. Si jamais quelqu'un essaye de s'authentifier sur une API, ça pourrait être intéressant de voir si ces moyens d'authentification, bref, son couple identifiant mot de passe est peut-être déjà quelque part dans la nature, auquel cas on peut conseiller à cet utilisateur, tiens, venez changer votre mot de passe la prochaine fois, à la prochaine connexion, ou même lui interdire l'accès tant que son mot de passe n'a pas été changé. Dans la démarche, Olivier, si je puis me permettre, finalement, l'organisation qui va exposer des API, finalement, elle a plutôt intérêt à demander en tout cas, à l'externe, aux partenaires externes, d'ajouter un niveau de protection supplémentaire, puisque en tant que tel, ça peut aussi présenter un risque. Oui, exactement. Et en fait, pour essayer de suivre ce point-là, on peut aussi l'imposer. C'est-à-dire que si un partenaire, par exemple, je vais essayer de prendre un exemple peut-être idiot, mais si un partenaire n'a pas de MFA, on peut avoir une solution qui impose un partenaire d'utiliser nécessairement du MFA, donc de l'authentification à deux facteurs ou multiples facteurs. On peut imposer ça avant la connectivité de ces partenaires ou de ces personnes qui souhaitent se connecter, par exemple, à une interface d'admin pour aller administrer l'API. Ça, c'est la sécurité, j'ai envie de dire, du trafic entrant. Si un client, par exemple, comme L'Oréal ou la Caisse des dépôts et consignations souhaite protéger ses API, dans l'autre sens, on va également avoir le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui souhaitent protéger leurs propres employés et leur société de trafic API. Je m'explique un petit peu. Je crois qu'Yvan Frein y faisait référence tout à l'heure. Je parle vraiment de la Gen AI. Par exemple, si vous utilisez ChatGPT, on veut s'assurer que
cette API qui est utilisable par les employés, par exemple, ne veut pas être mal utilisée pour aller envoyer des documents confidentiels, pour aller envoyer un prompt qui divulguerait des informations confidentielles de la société. Donc là aussi, on peut fournir une solution qui va essayer de filtrer les données qui sont envoyées vers des API. Donc là, c'est plutôt dans le sens sortant. On va essayer de regarder si des données sensibles sont en train ou vont fuiter de l'entreprise. Il nous reste... Ouais, allez-y. Non, allez-y, je vais finir. Non. Il nous reste... Le temps passe vite, il nous reste quelques minutes, et vous avez dit vraiment beaucoup de choses, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous résumer, s'il vous plaît, ce sera ma dernière question, le nombre... Enfin, le style d'attaque, finalement, pas le nombre, mais le style d'attaque auquel les API peuvent être finalement exposés lorsque l'entreprise fait l'effort de... Je vais essayer de synthétiser. Cloudflare voit passer 170 milliards d'attaques, de menaces et d'attaques par jour. Parmi celles-ci, donc, on a dit qu'il y avait 50% de trafic qui était du trafic API parmi tout le trafic HTTP. J'ai envie de dire que les deux attaques principales qu'on voit passer sont probablement les attaques volumétriques pour essayer de faire tomber une API, donc vraiment un déni de service, empêcher par exemple l'API de paiement de fonctionner correctement. Et l'autre attaque qu'on voit le plus souvent, c'est probablement essayer d'accéder à des données compétitives, donc essayer d'aller lister, essayer d'aller scraper le contenu d'une API. Donc c'est plus non plus scraper le contenu d'un site web, mais c'est carrément aller directement au cœur du métier de la société. C'est vraiment aller, j'ai envie de dire, scraper. Le bon terme français est probablement lister, inventorier toutes les données d'une société. C'est vraiment les deux menaces qu'on voit le plus fréquemment. Et on a une remarque d'un de nos auditeurs en ligne qui dit c'est important de sécuriser les partenaires, par exemple l'affaire Turkish Airlines, Airbus. Okay, effectivement. Merci Thomas. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin. Et nous venons d'accueillir notre dernier expert du jour, Frédéric Pozzi. Frédéric, bonjour. Bonjour Thomas. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Bon, voilà, ça fait très longtemps, on se connaît un tout petit peu, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, Frédéric, vous êtes VP régional chez Mulsoft. Pardon, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qui est Mulsoft ? Parfaitement. Donc Mulsoft, c'est une société qui appartient au groupe Salesforce, qui a été achetée par Salesforce donc, il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Et on a fait donc l'ouverture des bureaux français. Donc, et depuis, on continue à travailler à l'expansion de la plateforme Mulsoft dans le cadre du marché français. Et on est une solution de connectivité et d'automatisation pour faciliter la circulation de la data dans les entreprises, chez nos clients, chez nos partenaires. Bien, tant mieux, parce qu'on va en parler. On a dit beaucoup de choses ce matin autour des API. On va peut-être un peu résumer. Finalement, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi les API aujourd'hui et le partage de données qu'elles favorisent constituent une opportunité très importante pour les entreprises ? Il y a plusieurs dimensions en fait. On parle d'un objet technique à la base, mais en réalité, c'est un objet pour les clients et pour le business de différenciation. De différenciation, pourquoi ? Par rapport, dans certains cas, à leur propre concurrence, pour être capable de fournir à leurs clients, par exemple, une meilleure expérience d'achat. Ça a l'air facile à dire comme ça, mais une meilleure expérience d'achat, donc je me situe dans un contexte retail, là, par exemple. Si je veux m'assurer que tous les touch points des clients, quand ils vont dans un magasin physique, qui vont faire un achat en ligne ou via leur mobile ou aussi appeler un call center, on veut s'assurer qu'il y a bien une vision 360 du client détenue par l'entreprise qui est activable en temps réel au moment de l'interaction pour favoriser les réclamations, les retours de produits, que ce soit un achat qui a été fait en ligne, un achat qui a été fait en physique. Voilà, on veut avoir une expérience fluide et donc derrière, pour permettre ça, il faut être capable d'exposer la donnée via des API et la rendre consommable en fait par les systèmes qui sont celui de l'opérateur qui va vous répondre dans le magasin, du vendeur ou de la vendeuse, ou de l'opérateur qui va vous répondre au téléphone. Donc c'est vraiment favoriser l'expérience des clients, l'expérience d'achat, l'expérience après-vente des clients. Et donc c'est un élément de différenciation important. Ça peut aussi être, dans un cadre réglementaire, donc je change de domaine d'activité, je passe au monde de la finance, répondre à un enjeu, une obligation en fait d'ouvrir ses datas bancaires. Donc l'open banking, c'est quelque part au départ une contrainte pour eux, mais in fine, les API amènent une solution qui leur permet de le faire de manière contrôlée, de manière sécurisée, et voilà, de permettre donc de répondre à un enjeu réglementaire grâce à un objet technique qui est donc aussi
d'imaginer pour eux, pourquoi pas, de nouveaux services et de nouveaux revenus. Donc voilà, c'est un élément qui peut à terme rendre l'entreprise plus composable, donc plus réactive pour créer des nouvelles offres et des nouveaux services, ce qui va permettre vraiment de favoriser la croissance du business, du chiffre d'affaires, l'amélioration des marges. Donc oui, il y a un impact important sur le business. Alors, vous l'avez dit également, Frédéric, comment est-ce que les API aujourd'hui, quel rôle plus précisément elles jouent justement dans la facilitation de la circulation de la donnée au sein de l'entreprise, d'une part, et puis également vis-à-vis des partenaires, hein, Voilà. externes. L'entreprise aujourd'hui, elle évolue dans un écosystème. Elle est plus uniquement dans ses murs. En fait, ce qui est un paradoxe, c'est que pendant les années précédentes, on va dire les 20-30 dernières années, on a cloisonné l'entreprise, sécurisé le château fort, etc. Et effectivement, aujourd'hui, on peut plus fonctionner comme ça dans un monde ouvert. Donc, l'écosystème, c'est à la fois évidemment les clients, toujours, hein, les partenaires, les fournisseurs, le régulateur. Et donc, l'entreprise doit être capable de répondre à différentes contraintes et de le faire le plus vite possible. Alors, la circulation de la donnée en tant que telle, elle est clé parce que, en fait, on fait une étude chaque année chez Salesforce qui s'appelle le Connectivity Benchmark Report. Et on interviewe, en fait, un certain nombre de clients, un panel représentatif de clients dans le monde entier. Donc là, on s'adresse, nous, au DSI. Et on a la chance qu'il y en ait une partie qui sont en plus des clients français. Pour eux, en fait, aujourd'hui, s'ils font l'analyse de leur système d'information, en moyenne, un grand compte a 1000 applications. Donc, entre guillemets, potentiellement 1000 silos de données. Et aujourd'hui, il y en a 30% seulement qui sont connectés les unes avec les autres, donc capables d'échanger de l'information, d'agréger de la data pour créer un nouveau service ou un nouveau produit. Et donc, il y en a 70%. 70% ne sont pas interconnectés, Non. ne dialoguent pas entre elles. Exactement. Alors, ça, Oui. c'est fou. C'est énorme. Et pourtant, Oui. il y a eu un travail autour de la data depuis quelques années important. On a vu l'avènement des data lakes, on a vu l'avènement des différentes solutions big data au sens large, qui aident et qui contribuent clairement à la maîtrise et à la qualité de la donnée, parce qu'on peut la regrouper, lui donner un sens, la filtrer, la trier, etc. Mais pour autant, ça ne répond pas à l'entièreté du sujet. Parce que, par exemple, si on a une donnée qui est amenée à être changée ou à évoluer très fréquemment avec un rafraîchissement important, on ne l'aura pas dans le big data forcément. Elle sera encore dans le système de gestion qui, après, peut-être, viendra puiser l'information, mais ce ne sera plus la bonne donnée. Donc il y a un enjeu vraiment aussi de temps réel lié à ça, qui est important, et il faut être capable donc d'exposer la bonne donnée au bon moment, au bon endroit, sous-entendu au bon consommateur, qui peut être le client, qui peut être un partenaire de votre supply chain. Qui peut être une BU en interne. Et de la même façon également une BU en interne. Et il faut être capable de faire ça de manière fluide, donc c'est vraiment un objectif de circulation de la donnée. Elle est là, la donnée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un patrimoine riche, interne comme externe. Il faut être capable de les coupler, entre guillemets, de manière intelligente pour créer de la valeur. Quels avantages y a-t-il à disposer dans une seule plateforme d'un outil qui va permettre d'intégrer la donnée, de la gérer et de l'automatiser? Alors, l'API management, si je fais un peu l'historique rapidement, c'est apparu vraiment à peu près en 2014, en réalité. Les premières offres, les premiers produits qui amenaient des fonctions d'API management sont apparus à cette époque-là. Les API, c'est un point d'exposition. On propose une vue sur quelque chose, mais ce n'est pas l'entièreté de la réponse. Parce qu'après, il faut aller effectivement la chercher, la donnée, il faut la transformer, il faut donc la manipuler, effectuer du filtrage, du tri, etc. Mais une fois que ça s'est fait, c'est bien aussi. Pour autant, pour aller plus loin dans l'efficacité, aujourd'hui, tous nos clients, plus de 90% des CFO aujourd'hui, des CEO, disent qu'ils cherchent de l'efficience opérationnelle, des savings, des économies, etc. Comment on peut faire ça aujourd'hui? Une bonne réponse, c'est l'automatisation. Alors, le RPA peut être une version de l'automatisation, mais pas que. Il y a aussi l'automatisation des business process eux-mêmes. Et donc, c'est extrêmement connexe, parce que dans un business process, dans un flux métier, on va orchestrer une séquence d'événements qui va être une séquence de data. Et donc, si on a des API, c'est bien, mais si on sait en plus déjà fournir aussi le moyen de les orchestrer intelligemment pour que ça réponde à un objectif métier, un process métier, c'est encore mieux, forcément. Encore mieux, Ouais. voilà. Et donc, le fait de pouvoir le faire de bout en bout accélère les choses et répond à l'enjeu en fait de time to market qu'ont toutes les entreprises, que ce soit pour un projet interne, un projet client. On doit délivrer plus vite. Et donc, le fait de proposer une solution qui travaille sur toute la chaîne permet de l'efficience, l'efficacité et, pour finir, une meilleure sécurité parce qu'on a le contexte de bout en bout. Une dernière question, Frédéric, qui a trait bien sûr à l'IA générative. On sait que Salesforce a fait énormément d'annonces
sur Dreamforce il y a quelques temps, en tout cas la dernière édition de Dreamforce. Que va proposer, au-delà de l'outil Salesforce, MuleSoft sur ce sujet-là? Alors, déjà, MuleSoft, effectivement, dans la stratégie plus large de Salesforce, qui est donc data, IA et CRM, donc le lien entre justement la donnée, l'orchestration et l'intelligence, fournit le socle. C'est-à-dire qu'on va être capable de rendre disponible, de rendre consommable la donnée qui n'est pas dans Salesforce. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les clients, si on prend les plus gros clients, environ 1000 applications, 1000 sources de données potentiellement différentes, on va les aider donc à fabriquer le socle, la fondation, pour que l'IA puisse être pertinente. Parce qu'encore une fois, l'IA, elle fonctionne bien, on prend sa pleine mesure, son plein potentiel, qu'à partir du moment où elle est irriguée avec des données de qualité. Et donc, comme 70% n'est pas connecté, ça veut dire que l'IA n'y aura pas accès, et donc on va se priver potentiellement de 70% des informations qu'on pourrait leverager, optimiser grâce à l'IA. Donc c'est un sujet extrêmement important. Et aujourd'hui, pour parler, j'ai la chance de parler régulièrement avec des DSI, encore hier soir, le sujet de l'accès à la data et de la qualité de la data, il est clé dans la capacité à réaliser des projets d'IA qui vont vraiment augmenter l'efficacité de service du client, qui vont vraiment augmenter l'efficience opérationnelle et surtout contribuer à amener de la valeur en fait à ses utilisateurs internes comme externes. Et ce sera, Frédéric, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, merci d'avoir été avec nous, mais je regarde l'écran et je vois, ne partez pas de Frédéric, une dernière question avant de vous libérer. Quelles sont les limites du no-code? Le code, on en a parlé, et complexité, contrainte et flexibilité. Le code, no-code, ça répond à l'enjeu de vitesse. Le point de départ que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les entreprises doivent être capables mettre des produits en marché plus rapidement que par le passé. Ça répond à ça. Après, je dirais, si on regarde la limitation, ça va être quoi? Ça va être que quand on a des systèmes qui sont très anciens, potentiellement, c'est plus compliqué d'y appliquer en fait des outils ou des pratiques de type low-code, no-code, parce que ça n'a pas été prévu pour du tout, et donc il y a une sorte de gap quand même important entre cette réalité d'un système d'information qui a été basiquement construit sous forme de strates dans le temps. Les couches les plus basses, qui pourtant contiennent énormément d'informations, de process métiers essentiels, sont assez difficilement manipulables par des applications de type low-code, no-code. Donc il faut l'avoir, parce que ça répond à des cas d'usage pour aller vite. Dans des environnements plus modernes, les gens qui sont sur des choix SaaS, c'est plus simple d'imaginer de faire du low-code, no-code. Pour autant, il y a des choses qui ne seront pas traitées au niveau des back-ends, un peu plus profonds dans le système d'information, qui vont être compliquées à manipuler avec des approches low-code, no-code. Ouais, ça ne permettra pas de répondre à tout, effectivement. Voilà. Et y compris la dimension de sécurité qui rentre en jeu à tous les points de vue quand on parle d'API management et de data, c'est qui a accès, pourquoi, comment, dans quel contexte. Et des fois, c'est un peu compliqué quand on a une application un peu simpliste d'arriver à tirer vraiment parti de l'infrastructure de sécurité entièrement. Voilà. Et là, vraiment, on peut clore la matinale en ayant répondu à la question de notre auditeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain pour une émission sur le Green IT, à l'occasion de laquelle nous verrons comment on passe vraiment de la théorie à la pratique. Excellente journée à vous. À bientôt.